facultés au pluriel, de médecine et de pharmacie, avec Didier Raoult, avec Jean-Marc Rodin, avec Xavier de Lambadry. Et donc il va vous présenter, je crois, un micro-organisme pathogène dont, de mémoire, on n'a jamais parlé, je crois, pour l'instant, qui est l'hépatite C, qui en réalité pose un problème terrible de santé publique, puisque c'est actuellement le premier virus en prévalence d'hépatite en France, une transmission nosocomiale qui n'est pas maîtrisée du tout. En fait, c'est une bombe à retardement. Pour l'instant, finalement, on peut dire qu'en matière de santé publique, on n'en parle pas trop, mais je suspecte qu'un jour, quand les gens vont s'intéresser à ce virus, ça va être une véritable bombe thermonucléaire, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes infectées en France, avec des conséquences, comme il va sans doute vous l'expliquer, qui sont importantes. Donc, merci d'avoir accepté assez rapidement, d'ailleurs, de faire cette présentation. Merci beaucoup. Très bien, bonjour. Donc, je vais vous parler de l'épidémiologie de l'hépatite C très rapidement, pour effectivement vous redonner quelques chiffres, pour cadrer de l'évolution clinique d'une infection par le virus de l'hépatite C. Ensuite, on va voir quelques aspects très rapidement du virus de l'hépatite C par lui-même, et puis on va enchaîner sur le traitement contre le virus de l'hépatite C en abordant les aspects génétiques, de la diversité génétique et aminoacides de ce virus, et des aspects concernant la résistance naturelle aux inhibiteurs de protéases, qui sont les nouveaux médicaments qui sont actuellement en autorisation temporaire d'utilisation depuis le début de l'année. Ensuite, on parlera très brièvement de possibilités pour le futur, notamment en termes d'approche virologique, et puis on conclura. Alors, concernant l'épidémiologie, l'hépatite C, ça représente à peu près 170 millions de personnes ayant été infectées par le virus de l'hépatite C dans le monde. Vous voyez que les zones de prévalence sont relativement variables, avec une prévalence relativement élevée en Afrique subsaharienne, même si ce ne soit pas aussi élevé pour d'autres virus, comme pour le virus de l'hépatite B, par exemple. En France, on a une prévalence de l'hépatite C, de la séropositivité d'abord, qui est de l'ordre de 0,9%. Donc un petit peu moins de 1% des gens ont fait l'infection par le virus de l'hépatite C. Et quand on fait l'infection par le virus de l'hépatite C, on va guérir dans un tiers des cas, et on va faire une infection qui va se perdurer donc au-delà de la période de 6 mois, ce qui définit l'infection chronique. Et donc 2 tiers des personnes contaminées par l'hépatite C vont faire une infection chronique. Alors, on a, en fait, vous voyez, on est plutôt dans une zone de prévalence plus élevée que la moyenne en France, notamment lié au fait que l'hépatite C se transmet notamment par voie parentérale, c'est ça, en pratique son mode de transmission principal, et il y a une forte proportion de toxicomanes par voie intraveineuse, d'usagers de drogue par voie intraveineuse dans la région PACA, qui est plus élevée qu'ailleurs en France. Alors, l'évolution naturelle de l'infection par le virus de l'hépatite C. Si on considère 1000 patients infectés par le virus de l'hépatite C, je vous ai dit qu'environ 2 tiers allaient évoluer vers la chronicité. Ça dépend un petit peu des populations auxquelles on s'intéresse, de leur âge, etc. Et vous voyez quand même qu'on est à peu près à 80% sur cette diapositive de personnes qui vont faire une infection chronique. Et parmi les gens qui vont faire une infection chronique, qui ne vont pas se débarrasser du virus dans les 6 premiers mois suivant l'infection, il y en a 2 tiers qui vont faire une hépatite chronique, donc une maladie chronique du foie, alors qu'un tiers vont faire un portage inactif. Lorsqu'on a une hépatite chronique, en fait, on a une fibrose progressive au niveau du foie, et donc on va évoluer vers la cirrhose et vers le cancer du foie, qui va survenir le plus souvent sur un foie déjà cirrhotique. Donc, si on prend les chiffres, sur 1000 personnes infectées, on va avoir 200 cirrhoses au cours de la vie du patient. Donc en fait, sachant que la progression relativement lente, c'est sur plusieurs décennies, et ceci dit, on retrouve quand même 20% de cirrhose parmi les personnes infectées et environ 20 hépatocas, donc ce qui représente à peu près 2% des personnes infectées. Donc vous voyez que dans les pays industrialisés, les virus de l'hépatite C représentent à peu près 20% des hépatites aiguës, 70% des hépatites chroniques, 40% des cirrhoses décompensées donc sévères, 60% des cancers du foie et environ un tiers des transplantations hépatiques. Si on regarde la mortalité en France, il y a des chiffres relativement récents. Il y a, en termes de décès annuels associés à une infection chronique VHC, 3600 cas par an en France. Et le nombre de décès directement imputables à l'hépatite C, c'est 2600. Dans 3 quarts des cas, c'est une cirrhose décompensée qui entraîne le décès. Et dans un quart des cas, c'est un cancer. Cancer du foie. Alors voici le virus. Le virus, il a un génome de type ARN qui fait environ 7000 nucléotides. Et donc vous voyez les différents gènes qui vont coder pour les différentes protéines, structurales d'abord, des protéines de corps et puis d'enveloppe, et puis un grand nombre de protéines non structurales qui sont en pratique des protéines enzymatiques.
et on reparlera très précisément de la protéine encodée par le gène NS3, qui est dans sa partie 5', une sérine protéase, qui va avoir pour rôle, pour propriété de découper en fait un long polypeptide fonctionnel qui va être produit donc en un seul morceau à partir du génome d'ARN, et donc la protéase va découper en fait ce polypeptide en protéines qui vont pouvoir prendre leur conformation fonctionnelle. Alors c'est relativement dur d'étudier les virus de l'hépatite C, comme tous les virus d'hépatite, puisque ce sont des virus qu'on n'arrive pas à multiplier au laboratoire, notamment on n'arrive pas à les propager. On sait faire des cycles de réplication, mais il n'y a que peu d'équipes dans le monde qui savent le faire, et en plus il n'y a pas réellement de propagation du virus. Donc il y a des systèmes qui ont été mis au point relativement récemment, dans les 10 dernières années, et qui correspondent à des réplicants VHC, des pseudoparticules, avec notamment des combinants des rétrovirus, et puis quelques systèmes de culture avec certains génotypes, certains virus isolés de patients qui avaient fait des hépatites fulminantes, donc une capacité de se répliquer importante. Et donc finalement, cette incapacité de cultiver facilement le virus a conduit à de nombreuses incertitudes ou méconnaissances concernant le cycle de réplication du virus de l'hépatite C. On ne sait que depuis récemment, et encore incomplètement, quels sont les récepteurs utilisés pour le virus pour entrer dans la cellule. Et on comprend mal certaines étapes, notamment l'étape terminale de libération des particules néoformes. Alors, une carte d'identité rapide du virus de l'hépatite C, c'est un virus qui ne va pas intégrer son génome à celui de l'autre. Il n'y a pas de forme de latence, comme pour le VIH, par exemple. C'est une forme de latence sur d'autres virus comme les herpès viridés. Il y a un taux de mutation extrêmement élevé, on reviendra dessus. Et il y a, chez un parti de personnes infectées, environ 1000 milliards de virus qui vont être produits chaque année. Et ce taux de mutation élevé, regardez, va générer en fait un taux de divergence au niveau des séquences nucléotidiques extrêmement important, puisqu'en fait on va avoir au sein d'un même individu infecté des virus dont le génome va être différent par 1 à 5% de ces nucléotides. Entre des isolats, donc des virus de plusieurs, enfin en tout cas des populations virales de plusieurs patients, ça peut aller jusqu'à 5 à 15% de divergence. Entre les génotypes, on a jusqu'à 30 à 50% des nucléotides qui sont différents, et au sein des sous-types, on a de 10 à 25%. Alors voici la distribution géographique des génotypes du virus de l'hépatite C. Chaque couleur dans le camembert représente un génotype ou un sous-type. On a au niveau mondial et au niveau des pays industrialisés le génotype 1 qui est le plus prévalent. Donc on a deux sous-types du génotype 1, le 1B en rouge et le 1A en vert. Et vous voyez qu'il représente à peu près 2 tiers à 75% des virus qui circulent dans le monde. Mais vous voyez, c'est extrêmement variable selon la région du monde. Donc, par exemple, en Asie, en fait, on a une diversité plus importante avec assez peu de 1A, mais les 1 représentent quand même 50% des virus qui circulent. En Afrique, comme d'habitude, une très très grande diversité, on ne trouve pas ce qu'on trouve ailleurs. Et puis en Europe et en France, vous voyez qu'on trouve en revanche une proportion importante de 1B, environ la moitié des virus, et puis une proportion importante de 1A, donc le tout, donc les génotypes 1 représentent au total environ 3/4 des virus qui infectent les patients en France. Alors on a actuellement 7 génotypes du virus, mais ceux qui circulent en France, c'est essentiellement le génotype 1 à 4, et vous l'avez vu, c'est essentiellement le 1, en tout cas en majorité. Alors, il y avait une étude donc, par Catherine Tarnalet en 2003 qui avait étudié en fait, sur la base de données des séquences de la timone la distribution en fait, des génotypes donc, chez les patients suivis au laboratoire. Et donc, on avait, ça représente l'arbre phylogénétique d'une région qui code pour la polymérase du virus de l'hépatite C. Ce qu'on pouvait voir, c'est qu'on retrouvait 40% de 1A, 20% de 1B, donc au total, environ 60% des virus étaient de génotype 1, donc ce qui était attendu. Et il y avait en fait des liens en fait, entre certains génotypes et puis les facteurs de risque de transmission. J'ai dit que c'était essentiellement une transmission parentérale, et il y avait des virus qui étaient particulièrement associés. Vous voyez là, les astérix, ça représente les tests significatifs. Les valeurs que vous avez là, ce sont des odds ratios. Et donc, on avait une association très forte entre les génotypes 1A et le fait d'être usagé de drogue par voie intraveineuse, alors que chez les génotypes 1B, en fait,
on avait un mode ratio qui montrait que très peu de patients usagers de chlorocarbone intraveineuse étaient infectés par des génotypes 1B. Et donc finalement, c'est ce qu'a trouvé Appeler à l'échelle, à savoir que les virus qui ont été retrouvés chez les usagers de chlorocarbone intraveineuse étaient essentiellement des 1A et puis des 3A, et les 1B étaient essentiellement retrouvés chez des patients qui avaient été contaminés par transfusion. Alors quand on regarde l'étude de deux régions du génome différentes, donc là c'est le génotypage fondé sur une région non codante du génome en 5' et puis le génotypage fondé sur l'analyse en fait du gène codant pour la polymérase. Et donc on avait une confluence relativement bonne, mais on avait quand même des différences. Et ce gène en fait, qui n'est pas codant en fait, ce n'est pas un gène, c'est une région non codante, et bien en fait elle est assez peu informative au niveau du sous-type, et c'est juste faire la différenciation au niveau du génotype, alors que cette région est beaucoup plus informative. Alors quand on regarde ce graphe, en fait, il représente en fait la variabilité au niveau nucléotidique chez des génomes viraux, parmi tous les génomes viraux qu'on peut retrouver, en fait, qui sont représentatifs des génomes viraux qu'on peut retrouver partout dans le monde, donc qui comportent les 7 génotypes et la centaine de sous-types qui ont pu être décrits. Et on voit que la variabilité est variable selon la région du génome. Et donc vous voyez que la région qui est peu informative au niveau du sous-type, donc c'est une région où généralement le séquençage est très sensible, puisque c'est une région qui est très peu variable. C'est la région à 5' non codante. Mais en revanche, en fait, il y a parfois un seul nucléotide ou deux de différence entre des sous-types différents. Et donc finalement, c'est une région assez peu informative au niveau du sous-type. La région qui est la plus utilisée actuellement et qui est utilisée au laboratoire, c'est la région qui code pour la polymérase, donc dans le gène L5B. Et vous voyez qu'on a un niveau de variabilité plus important. Et on s'est mis plus récemment à séquencer le gène qui code pour la protéase LS3. Alors par ailleurs, le fait qu'on ait une variabilité importante, en fait, ça conduit à des problèmes pour faire de la quantification précise par PCR. Et en fait, cette technique, en fait, ce graphe, représente en fait la comparaison des valeurs obtenues de charge virale en log par deux techniques, une technique PCR conventionnelle et puis une technique de PCR en temps réel. Et vous voyez qu'en fait, on a en fait une sous-quantification d'environ 1 log, en tout cas une différence qui est de l'ordre de 1 log pour tous les virus qui sont de génotype non 1. Et donc on a une différence importante et ça peut influer sur le suivi thérapeutique des patients. Donc c'est une étude qui avait été réalisée au laboratoire. On a vu tout à l'heure que certains génotypes étaient davantage associés à certains facteurs de risque. Et on voit au cours de l'évolution, c'est une étude qui avait été faite évidemment à Marseille, au cours de l'évolution, donc sur à peu près une dizaine d'années, qu'en fait on a une diminution en fait, importante du génotype 1B en proportion, et on a une augmentation du génotype 1A et 3A qui sont retrouvés chez les toxicomanes par intraveineuse. Alors, quel est le traitement en fait, de cette infection? Le traitement en fait, qui comprend actuellement interféron alpha, qui est un interféron alpha pégylé. La pégylation permet de faire une espèce de forme retard en fait, de l'interféron. C'est une molécule injectable et donc on est passé en pégylant de 3 injections par semaine subcutanées à 1 injection par semaine. Et puis donc ce médicament est associé à la ribavirine. Et donc c'est une combinaison, une bithérapie, qui est le traitement de référence actuellement, qui associe donc ces deux molécules. Et donc avec ces deux médicaments, on arrive à guérir à peu près la moitié des patients infectés par le virus de l'hépatite C. Ces deux médicaments agissent par immunomodulation. C'est-à-dire qu'il est très difficile en pratique, on ne trouve aucune association entre un profil génétique du virus de l'hépatite C et puis une réponse au traitement par ces deux médicaments, puisque les deux sont à activité, à mécanisme d'action immunomodulateur. L'interféron, bien sûr, et également la ribavirine. La ribavirine, c'est un analogue nucléosidique. On pourrait croire qu'il pourrait être inhiber la polymérase du virus de l'hépatite C. Manifestement, ce n'est pas le cas. Encore une fois, les systèmes de réplication sont peu efficaces et par conséquent, en fait, il y a encore un certain trou de connaissance à ce niveau-là. Il y a 4 mécanismes putatifs, mais manifestement, ça agit par immunomodulation ou éventuellement par effet mutagène sur le virus. Et donc,